Rebonsoir dans Voyage au bout de la nuit, nous sommes en plein dans la lecture de Casanova, Histoire de ma vie. Et j'en étais au chapitre d'Henriette, une des nombreuses femmes de Giacomo Casanova. Et j'y retourne de ce pas. Je lui demande de quel pays était son compagnon de voyage et il me dit qu'il était français et qu'il n'entendait autre langue que la sienne. Vous parlez donc français ? Pas un mot. C'est plaisant. Vous ne parlez donc jamais ensemble que par gestes ? Précisément. Je vous plains. Puis-je espérer de déjeuner avec vous ? Demandez-lui si cela lui ferait plaisir. Je lui adresse alors ma prière et je vois sortir de dessous la couverture une tête échevelée, riante, fraîche et séduisante qui ne me laisse pas douter de son sexe malgré que sa coiffure fût d'homme. Enchantée par cette belle apparition, je lui dis que m'étant intéressée pour elle sans la voir, sa vue ne pouvait qu'avoir augmenté l'empressement de lui être utile. Elle me retourne l'argument le plus joliment du monde avec tout l'esprit de sa nation. Je sors pour ordonner du café et pour lui laisser le temps de se mettre sur son séant, car il était décidé que ni l'un ni l'autre voulait sortir du lit tant que la porte de leur chambre serait ouverte. Le garçon du café étant arrivé, je rentre et je vois cette Française avec une redingote bleue et avec les cheveux mal peignés en homme. Je trouve sa beauté surprenante, soupirant le moment de la voir debout. Elle prit du café avec nous, sans jamais interrompre l'officier qui me parlait. Et que je n'écoutais pas, dans le ravissement, où me tenait la figure de cet être qui ne me regardait pas et auquel le pudeur infans, la pudeur d'enfant, de mon cher Horace empêchait de prononcer un seul mot. À 8 heures, je vais chez le général et je lui conte l'affaire, l'amplifiant au possible. Je lui dis que s'il ne remédie pas, l'officier se croyait obligé d'expédier une estafette au cardinal protecteur. Mais mon éloquence n'était pas nécessaire. Le comte Spada, après avoir lu le passeport, me dit qu'il allait donner à cette bouffonnerie le ton de la plus grande importance. Il ordonna avant tout à son adjudant d'aller à l'auberge de la Poste, inviter à dîner l'officier. Et son compagnon, que personne ne pouvait savoir si c'était une fille ou non, et tout de suite d'aller dire à l'évêque de sa part que l'officier ne voulait partir qu'après avoir obtenu la satisfaction qu'il lui plairait de vouloir et la somme d'argent qui lui conviendrait en dédommagement. Quel plaisir pour moi de me trouver témoin de cette belle scène dont, plein d'une juste vanité, je me regardais comme auteur. L'adjudant, précédé par moi, se présente à l'officier hongrois, lui rend son passeport et l'invite à dîner avec son camarade chez le général. Puis il lui dit de mettre par écrit quelle espèce de satisfaction il voulait et quelle somme il demandait en dédommagement du temps perdu. Je suis allée vite dans ma chambre pour lui donner encre et papier. Et l'écrit court et en assez bon latin pour un Hongrois fut d'abord fait. Les sbires avaient disparu. Ce bon capitaine ne voulut demander que 30 sequins, malgré tout ce que je lui ai dit, pour le persuader à en demander 100. Pour la satisfaction, il fut aussi trop modéré. Il n'exigea que de voir l'hôte et tous les sbires devant lui, dans la salle, lui demander pardon à genoux et en présence de l'adjudant du général. Dans l'alternative, si cela ne se faisait pas dans l'espace de 2 heures, il enverrait une estafette à Rome au cardinal Alexandre et il resterait à Cézanne jusqu'à la réponse aux frais de l'évêque à 10 sequins par jour. L'adjudant partit d'abord pour aller porter à l'évêque cet écrit. Un moment après, voilà l'aubergiste qui entre, disant à l'officier qu'il était libre. Mais il s'en alla à toutes jambes quand l'officier lui dit qu'il lui devait 20 coups de canne. Je les ai alors laissés pour aller dans ma chambre, me faire peigner et m'habiller devant dîner avec eux chez le général. 1 heure après, je les ai vus devant moi, bien vêtus en uniforme. Celui de la dame était de caprice et très élégant.
Ce fut dans ce moment-là que je me suis décidée à partir pour Parme avec eux. La beauté de cette fille me mit sur le champ dans l'esclavage. Son amoureux montrait l'âge de 60 ans. Je trouvais cette union très mal assortie et je me figurais de pouvoir faire tout à l'amiable. L'adjudant retourna avec un prêtre de l'évêché qui dit à l'officier qu'il aurait dans une demi-heure toutes les satisfactions qu'il voulait. Pardon. Mais qu'il devait se contenter de 15 sequins, le voyage jusqu'à Parme n'étant que de 2 jours. L'officier répondit qu'il ne voulait rien rabattre et il eut les 30, dont il ne voulut pas signer quittance. Ce fut ainsi que cette affaire se termina et la belle victoire ayant été le fruit de mes soins, elle me gagna toute l'amitié du couple. Pour s'apercevoir que cette fille n'était pas homme, il suffisait d'examiner sa taille. Toute femme qui se croit belle parce qu'étant habillée en homme, tout le monde la prend pour homme, n'étant pas belle femme. Lorsque vers l'heure de dîner, nous entrâmes dans la salle de compagnie où était le général, il ne manqua pas de présenter les 2 officiers aux dames qui étaient là, qui rirent d'abord qu'elles virent le masque, mais elles furent surprises, sachant déjà bien toute l'histoire, car elles ne s'attendaient pas à l'agrément de dîner avec les héros de la pièce. Les femmes prirent le parti de traiter le jeune officier comme s'il était homme, et les hommes lui firent les hommages qu'ils auraient faits s'il s'était déclaré fille. La seule qui bouda fut Madame Querini, car voyant diminuer les attentions qu'on avait pour elle, elle se crut éclipsée. Elle ne lui parlait que pour faire parade de sa langue française, qu'elle parlait assez bien. Le seul qui ne parla jamais fut l'officier hongrois, car personne ne se souciait de parler latin et le général n'avait presque rien à lui dire en allemand. Un vieil abbé, qui était à table, tâcha de justifier l'évêque, assurant le général que les archers et l'aubergiste n'en agissaient ainsi que par ordre du Saint-Office de l'Inquisition. Par cette raison, nous dit-il, dans les chambres des auberges, il n'y avait pas de verrou, parce qu'on ne voulait pas que les étrangers puissent s'enfermer. On ne voulait permettre que 2 personnes de différents sexes couchassent ensemble, qu'étant mari et femme. 20 ans après, j'ai trouvé en Espagne toutes les chambres des auberges avec un verrou en dehors, de sorte que les étrangers qui y couchaient pouvaient y être comme en prison. Il est singulier, dit Madame Querini au masque, que vous puissiez vivre ensemble sans jamais parler. Pourquoi singulier, madame? Nous ne nous entendons pas à cause de cela moins bien, car la parole n'est pas nécessaire aux affaires que nous avons ensemble. Cette réponse, que le général traduisit en bon italien à toute la compagnie qui était à table, fit éclater de rire. Mais Madame Querini fit la bégueule, elle la trouva trop démasquante. « Je ne connais pas, dit-elle aux faux officiers, des affaires auxquelles la parole, ou du moins l'écriture, ne soit nécessaire. Vous m'excuserez, madame, est-ce que le jeu n'est pas une affaire? Vous ne faites donc que jouer? Pas autre chose. Nous jouons au pharaon, et je tiens la banque. » On rit alors à perte d'haleine, et Madame Querini dut en rire aussi. « Mais la banque, dit le général, gagne-t-elle beaucoup? Oh, pour cela. Le jeu est si petit qu'il ne vaut pas la peine de compter. » Personne ne se donna la peine de traduire cette réponse à l'honnête officier. Vers le soir, la compagnie se sépara et chacun souhaita un bon voyage au général qui allait partir. Il me souhaita aussi un bon voyage pour Naples. Mais je lui ai dit qu'auparavant, je voulais voir l'infant duc de Parme servant en même temps d'interprète à ces 2 officiers qui ne pouvaient pas s'entendre. Il me répondit qu'étant à ma place, il en ferait autant. J'ai promis à Madame Querini de lui donner de mes nouvelles à Bologne, avec intention de ne pas lui tenir parole. Cette maîtresse de l'officier avait commencé à m'intéresser, toute cachée sous la couverture. Elle m'avait plu quand elle avait mis sa tête dehors, et beaucoup davantage quand je l'ai vue debout.
mais elle couronna l'œuvre, déployant à table une sorte d'esprit que j'aimais beaucoup, qu'on trouve rarement en Italie et qu'on trouve souvent en France. Sa conquête ne me paraissant pas difficile, je pensais aux moyens que je pouvais employer pour la faire. Me trouvant sans la moindre fatuité, fait pour lui convenir plus que l'officier, je n'imaginais pas de trouver quelque obstacle de sa part. Il me semblait un de ces caractères qui, traitant l'amour de bagatelle, vont facilement à seconde des circonstances et plient et se prêtent aux compositions éventuelles que le hasard présente. La fortune ne pouvait me fournir une occasion plus heureuse de pousser ma pointe que celle de me rendre compagnon de voyage de ce couple. Il n'y avait pas d'apparence qu'on pût me refuser. Il me semblait même que ma compagnie devait leur être très chère. D'abord que nous ne fûmes de retour à l'auberge, j'ai demandé à l'officier s'il comptait d'aller en Parme, en poste ou par voiture. Il me répondit que n'ayant une voiture à lui, il préférait d'y aller en poste. « J'en ai une, lui dis-je, fort commode, dont je vous offre les 2 places du derrière, si ma société ne vous est pas désagréable. C'est un vrai bonheur. Je vous prie de proposer cette partie de plaisir à Henriette. Voulez-vous, Madame Henriette, m'accorder l'honneur de vous accompagner jusqu'à Parme ? J'en serais enchantée, car nous parlerions. Mais votre besogne ne sera pas petite, puisque vous vous trouverez souvent dans la nécessité de nous faire la chouette. Je m'y prêterai avec un vrai plaisir, fâché seulement que notre voyage soit fort court. Nous en parlerons à souper. En attendant, permettez que j'aille finir quelques affaires. » Il s'agissait d'une voiture que je n'avais qu'en imagination. Ce fut au Café de la Noblesse que je suis d'abord allée pour demander où il y avait une bonne voiture à vendre. On me dit d'abord qu'il y avait une voiture anglaise chez le comte d'Andigny qui était à vendre et que personne ne voulait acheter parce qu'elle était trop chère. On en voulait 200 sequins et elle n'était qu'à 2 places avec un strapontin. C'était ce que je voulais. Je me fais conduire à la remise, je la trouve à mon gré, le comte était allé souper en ville et je promets de l'acheter le lendemain. Pendant le souper, je n'ai parlé à l'officier que pour établir que nous partirions le lendemain après dîner et que nous payerions 2 chevaux chacun. Les longs dialogues se firent entre Henriette et moi sur 100 propos, tous agréables, dans lesquels j'ai admiré en elle un esprit tout à fait nouveau pour moi, qui n'avait jamais conversé avec une Française. La trouvant toujours charmante et ne pouvant la supposer qu'aventurière, je m'étonnais de lui trouver des sentiments qui me semblaient ne pouvoir être le fruit que d'une éducation très recherchée. Mais quand cette idée me venait, je la rejetais. Toutes les fois que je tentais de la faire parler de l'officier, son amoureux, elle éludait ma demande, mais de la meilleure grâce du monde. La seule demande que je lui ai faite, et à laquelle elle se crut obligée à me répondre, fut qu'il n'était ni son mari, ni son père. Le bonhomme s'était endormi. Quand il se réveilla, je leur ai souhaité un bon sommeil, et je suis allée me coucher très amoureux, et très comblé de cette belle aventure que je me figurais remplie de charme, et à laquelle j'étais sûre de suffire, me trouvant bien pourvue d'argent et entièrement maître de moi-même. Ce qui mettait le comble à ma joie était que j'étais certain de voir la fin de toute cette intrigue en 2 ou 3 jours. Le lendemain, de très bonne heure, je suis allée chez le comte d'Andigny. En passant devant la boutique d'un orfèvre, j'ai acheté des bracelets de chaînes d'or à mailles d'Espagne, comme on les porte à Venise, dont chacun avait 5 aunes de longueur, d'une finesse très rare. C'était un présent que j'ai d'abord pensé de faire à Javotte. Quand le comte d'Andigny me vit, il me reconnut. Il m'avait vu à Padoue chez son père, qui, lorsque j'étais écolier dans cette université, occupait la chaire des pandectes. J'ai acheté la voiture qui devait avoir coûté le double, avec condition
qu'il devait d'abord envoyer quérir un sellier qui me l'amènerait à la porte de l'auberge tout en ordre, 1 heure après midi. De là, je suis allée chez Francia, où j'ai comblé de joie l'innocente Javotte en lui présentant des bracelets dont aucune fille de Cézanne n'avait les plus beaux. Moyennant ce présent, je payais 10 fois plus que toute la dépense que ce bonhomme avait faite dans les 10 à 12 jours que j'avais vécu chez lui. Mais un présent beaucoup plus considérable que je lui ai fait fut de lui faire jurer de m'attendre et de ne jamais se fier d'autres magiciens pour l'extraction du trésor, quand même il resterait 10 ans sans me revoir. Je l'ai assuré qu'à la première opération qu'un autre philosophe ferait, les gnomes gardiens le feraient aller à une double profondeur et que pour l'or, se trouvant à 35 toises, j'aurais moi-même 10 fois plus de difficulté de l'extraire. Je lui ai dit franchement que je ne pouvais pas lui marquer au juste le temps dans lequel il me reverrait, mais qu'il devait m'attendre, car le décret existait que son trésor ne pouvait être extrait que par moi. J'ai accompagné son serment avec des exécrations qu'il, s'il les violait, le rendrait sûr de la ruine de toute sa famille. De cette façon, bien loin de pouvoir me reprocher d'avoir trompé ce bonhomme, je suis devenu son bienfaiteur. Il ne m'a plus revu parce qu'il est mort. Mais je suis sûre que ses descendants m'attendent, car mon nom de Faruzzi doit être resté immortel dans cette maison. Javotte vint m'accompagner jusqu'à 30 pas de la ville de Cézanne. Et dans les embrassements cordiaux que je lui ai donnés en la quittant, j'ai senti que la peur des foudres n'avait eu sur moi qu'une influence passagère. Mais je me félicitais trop de n'avoir pas commis cette scélératesse pour penser y retourner. Le présent que je lui ai fait en 20 paroles fut plus important que les bracelets. Je lui ai dit que si je différais à retourner au-delà de 3 mois, elle pouvait hardiment penser à se trouver un mari sans craindre que son mariage pût préjudicier à l'acquisition du trésor, que je ne pouvais extraire que lorsque la grande science me le permettrait. Après m'avoir versé quelques larmes, elle m'assura qu'elle se réglerait en conséquence de ce que je venais de lui dire. Ainsi finit cette affaire du trésor de Cézanne, dans laquelle, au lieu d'être trompeur, je fus héros. Mais je n'ose pas m'en vanter quand je pense que si je ne m'étais pas trouvé maître d'une bourse pleine d'or, j'aurais ruiné le pauvre Francia en riant. Et je crois que tout jeune homme ayant un certain esprit aurait fait la même chose. Pour ce qui regarde Capitani, auquel j'ai vendu la gaine du couteau de Saint-Pierre un peu trop cher, j'en ai jamais eu aucun remords. Et je ne me croirais le plus sot de tout homme si je ne m'en repentais aujourd'hui. Car Capitani même a cru de m'avoir trompé en l'acceptant comme gage de 250 séquins qu'il me donna. Et le commissaire du canon, son père, l'a chéri jusqu'à sa mort, beaucoup plus qu'il n'aurait chéri un diamant qui aurait valu 100 000 écus. Cet homme mort, dans cette certitude, est mort riche, et je mourrai pauvre. Je laisse juger au lecteur lequel de nous deux fut plus heureux. De retour à l'auberge, j'ai tout arrangé pour le petit voyage, dont l'idée, dans ce moment-là, faisait mon bonheur. À chaque chose qu'Henriette me disait, je la trouvais toujours plus charmante, et son esprit m'enchaînait plus encore que sa beauté. Il me semblait de voir l'officier bien aise que j'en devinsse amoureux, et je croyais de voir très clair que la fille ne demandait pas mieux que de changer d'amant. Je pouvais m'en flatter sans fatuité, car, outre que j'avais dans le matériel tout ce qu'un digne amant pouvait avoir pour aspirer à plaire, j'avais aussi l'air d'être fort riche, malgré que je n'eusse pas de domestique. Je lui disais que pour avoir le plaisir de ne pas en avoir, je dépensais le double, et que me servant moi-même, j'étais toujours sûre d'être bien servie. Outre cela, je me trouvais certain de n'être pas volée
et de ne pas avoir un espion à mes trousses. Henriette entrait parfaitement bien dans ce sens. Et enfin, mon futur bonheur m'enivrait. L'honnête officier voulut me donner l'argent que les postes jusqu'à Parme lui auraient coûté pour sa part. Nous dînâmes, nous fîmes charger et bien allier nos malles, et nous partîmes, après une dispute de politesse, sur la place près d'Henriette qu'il voulait que j'occupasse. Il ne voyait pas que la place sur le strapontin était celle que mon amour naissant devait préférer à la sienne. Mais je ne doutais pas qu'Henriette ne vît cela à la perfection. Assis devant elle, mes yeux la voyaient sans que j'eusse besoin de détourner la tête pour leur procurer ce plaisir, qui est certainement le plus grand qu'un amant puisse avoir entre ceux qu'on ne peut pas lui contester. Dans un bonheur qui me paraissait si grand, je devais endurer une peine. Lorsqu'Henriette disait des choses plaisantes qui m'excitaient à rire, voyant le Hongrois affligé de ne pas pouvoir en rire aussi, je me mettais en devoir de lui expliquer la plaisanterie en latin. Mais il m'arrivait souvent de l'expliquer si mal qu'elle devenait insipide. L'officier n'en riait pas, et je restais mortifiée, car Henriette devait juger que je parlais pas si bien latin qu'elle français. Et cela était vrai. Dans toutes les langues du monde, ce qu'on apprend le dernier est leur esprit. C'est très souvent le jargon qui fait la plaisanterie. Je n'ai commencé à rire qu'à la lecture de Terence, de Plaute et de Martial qu'à l'âge de 30 ans. Et ayant besoin de faire accommoder quelque chose à ma voiture, nous nous arrêtâmes à Forlì. Après avoir soupé fort gaiement, je suis allée à toute force me coucher dans une autre chambre. Cette fille, chemin faisant, m'avait paru si bizarre que j'eus peur qu'elle sorte du lit de son ami pour entrer dans le mien. Je ne savais pas comment le Hongrois, qui me paraissait plein d'honneur, aurait pu prendre la chose. J'aspirais à parvenir à la possession de Henriette en paix et tranquillement, moyennant un arrangement fait à l'amiable et en tout honneur. Cette fille n'avait que l'habit d'homme qui la couvrait, pas la moindre nippe de femme, pas seulement une chemise. Elle en changeait avec celle qui appartenait à son ami. Cela me semblait nouveau et énigmatique. Ce fut à Bologne que, dans la gaieté du souper, je lui ai demandé par quelle aventure singulière elle était devenue maîtresse de ce brave homme qui aurait plutôt dû s'annoncer pour son père que pour son mari. Elle me répondit en souriant de me faire conter par lui-même ce morceau d'histoire avec toutes les circonstances et sans rien diminuer de la vérité. Je lui ai dit d'abord que j'en étais curieux et qu'elle y consentait. Après s'être rassurée que cela ne lui ferait pas de peine et s'être fait répéter qu'il devait me dire tout, c'est ainsi qu'il me parla. Un officier de mes amis à Vienne, ayant eu une commission pour Rome, j'ai pris un congé de 6 mois et je suis allée avec lui. J'ai saisi ainsi l'occasion de voir la grande ville, comptant que la langue latine devait y être pour le moins aussi commune qu'en Hongrie. Mais je me suis bien trompée, car entre les ecclésiastiques même, personne ne la parle que mal. Ceux qui la savent ne se vantent que de la savoir écrire. Mais il est vrai qu'ils l'écrivent dans toute sa pureté. Au bout d'1 mois, le cardinal Alexandre Albani donna à mon ami des dépêches pour Naples et nous nous sommes séparés. Mais avant son départ, il me recommanda au cardinal, m'accréditant si bien que cette éminence me dit que dans peu de jours, il me donnerait un paquet avec une lettre adressée à M. Dutillot, ministre de l'Infant, nouveau duc de Parme, de Plaisance et de Guastal, me payant comme de raison pour le voyage. Ayant envie de voir le port que les anciens appelaient Sanctum Selae et que l'on appelle aujourd'hui Civat Vecchia, j'ai pris ce temps et j'y suis allée avec mon Cicérone qui parlait latin. Étant au port, j'ai vu descendre d'une tartane un vieil officier avec cette fille habillée comme vous le voyez. Elle me frappa. C'est la fin de cette partie
des mémoires de Casanova. Je vous retrouve pour la suite avec les nouvelles aventures, des nouvelles femmes, mais toujours Giacomo Casanova. À tout de suite.